Madame, Messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de décryptage sur Africa 24. Au Cameroun vont se tenir le 6 décembre 2020 les premières élections régionales de l'histoire du pays. Comment le Cameroun se prépare-t-il à vivre ce scrutin inédit? Quelles dispositions ont été prises pour assurer la bonne tenue des élections dans les régions en crise? Et comment se vit la campagne en vue de l'élection des premiers conseillers régionaux de l'histoire du pays? Pour en parler, nous recevons dans cette nouvelle édition de décryptage Eric Essousset, directeur général d'Election Cameroun, l'organe en charge de l'organisation des scrutins dans ce pays. Comment Elections Cameroun prépare-t-elle la tenue des premières élections régionales de l'histoire du Cameroun, dont le dénouement marquera un tournant décisif vers le processus de décentralisation en cours? Elections Cameroun, qui s'occupe de l'organisation des scrutins, organise aussi ce scrutin de manière parfaite, de manière optimale, dans des conditions qui permettront que le 6 décembre prochain, tout se passe dans de bonnes conditions. Cela veut dire que nous travaillons pour qu'il y ait déjà tout le matériel sur le terrain. Nous travaillons pour que les listes électorales soient prêtes. D'ailleurs, elles sont publiées ce matin dans Cameroun Tribune, qui est notre grand journal national. Nous travaillons aussi pour que les bureaux de vote aussi soient prêts. J'ai aussi signé une décision à cet effet. Donc c'est pour vous dire que l'organisation ne s'est pas dans de très bonnes conditions et que nous pensons que le 6 décembre, tout sera prêt. Compte tenu du fait qu'il s'agit d'un scrutin indirect restreint aux chefs traditionnels et aux conseillers municipaux, comment se démarque la campagne de communication que vous avez déployée à cet effet? Nous pensons que c'est le même mode de communication, c'est-à-dire que nous communiquons à travers les communiqués, à travers nos activités. Ici, c'est la direction générale, il y a le conseil électoral. Notre division de la communication suit toutes nos activités pour les relayer dans les médias, aussi bien la presse écrite, la presse audiovisuelle et même, n'est-ce pas, cybernétique dans les réseaux. Donc, ce qui fait que nous avons une communication tout azimut dans tous les secteurs. Et c'est pour ça que vous-même, vous êtes là pour avoir cette communication. Et d'ailleurs, comme je vous disais tout à l'heure, ce matin, on a sorti les listes électorales, on a sorti dernièrement la décision qui organise les bureaux de vote et les électeurs qui y sont. Donc, ce qui fait dire que nous sommes à la pointe de la communication. Qu'est-il ressorti de la récente session du Conseil électoral de l'institution qui s'est récemment réunie à cet effet? Justement, la dernière session du Conseil électoral a procédé à publier la résolution qui constate les commissions régionales de supervision. Parce que pour cette élection, les résultats seront donnés par les 10 commissions régionales. Et ces résultats ont lieu 3 jours au plus tard après le 6 décembre. Donc cette résolution est sortie qui fixe les membres de chacune des commissions dans les 10 régions. Ce qui est une décision très importante qui vient de coiffer l'édifice de cette organisation. Maintenant, nous avons aussi eu, au cours de la semaine écoulée, tout est fini samedi prochain dans les différentes régions, la formation de tous ceux qui vont animer ces commissions, aussi bien locales, qui gèrent les bureaux de vote, que les commissions régionales. Nous avons formé tous ces membres, ce qui fait que nous les avons mis au niveau pour qu'ils puissent comprendre comment gérer les bureaux de vote, comment gérer les commissions régionales de supervision pour remplir les PV. C'est le PV qui indique le résultat le résultat de chaque bureau de vote et le résultat final dans la commission régionale de supervision. Quels sont les principaux challenges à relever pour ce premier scrutin régional? Les challenges sont très importants parce que comme c'est 2 collèges, et donc et chacun des collèges a ses spécificités. Et en même temps, il y a les résultats qu'il faut proclamer. Et c'est un scrutin mixte. C'est-à-dire que, je prends l'exemple pour les délégués des départements, pour qu'une liste soit élue, il y a le scrutin mixte qui dit que quand tu as la majorité, tu prends tous les sièges. Mais quand la majorité est relative, celui qui a le premier qui est en tête prend la moitié des suffrages arrondis à l'entier supérieur et les autres suffrages dont maintenant sont répartis selon le scrutin proportionnel au plus fort reste.
Donc il y a aussi des techniques là-dedans. Il fallait donc former les responsables à comprendre ces techniques. De même pour les chefs traditionnels, c'est à la majorité. C'est-à-dire que celui qui a le premier a les suffrages les plus élevés emporte la majorité. Et c'est ça. Maintenant, s'il y a égalité dans des sièges, maintenant c'est n'est-ce pas, c'est la liste qui a la moyenne d'âge la plus élevée. Ouais, donc c'est complexe. On a donc travaillé sur tout cela. Donc c'est pour dire que malgré qu'il n'y a pas beaucoup d'électeurs, mais c'est complexe. Et nous avons formé les gens à cette compréhension. Quelles sont les mesures prises pour assurer la bonne tenue du scrutin dans les zones en proie aux crises sécuritaires, notamment dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest et de l'extrême nord? Bien sûr, pour ces régions en proie à l'insécurité, nous appliquons les mêmes mesures que nous avons faites depuis 2018 à l'élection présidentielle, au double scrutin de février dernier, et nous allons appliquer les mêmes mesures, c'est-à-dire nous travaillons de concert avec tous les acteurs du processus électoral, les forces de sécurité, n'est-ce pas, les forces de sécurité, les autorités administratives, la société civile, les partis politiques. Donc cette conjonction d'efforts nous permet de mettre en place des mécanismes qui permettent que les élections se déroulent dans des conditions optimales dans ces régions comme partout. Et c'est ça que nous avons fait depuis 2018 et ça a très bien marché. Quelle appréciation faites-vous du déroulement de la campagne électorale? Non, la campagne, elle, malgré que ce soit un scrutin qui est indirect, la campagne respecte les normes habituelles. C'est-à-dire qu'il y a le respect de la Constitution, le respect de nos lois, le respect des candidats, et puis en même temps, les partis politiques et tous ceux qui doivent partir à la campagne, n'est-ce pas, publient leur calendrier et de réunions qu'ils déposent à l'ECAM et auprès des autorités administratives, de telle sorte qu'on puisse suivre leur campagne et en même temps les protéger. Parce qu'il y a une question de les sécuriser. Donc, en même temps, pendant la campagne, les partis politiques ou les chefs traditionnels qui sont en compétition nous envoient, n'est-ce pas, leur programme pour que nous puissions, surtout les programmes qu'ils veulent rendre publics, pour que nous puissions y apposer notre signature qui permettent, parce que la loi dit que tous ces programmes et tout ce qui est public ne doit pas porter atteinte à l'ordre public ni aux institutions. Pour terminer cet entretien, quel message souhaitez-vous adresser à toutes les parties prenantes à ce processus électoral? Nous voulons seulement passer un message de fair play, que tout le monde respecte les règles du jeu, les règles du jeu qui veulent que le meilleur gagne et que surtout triomphe l'unité de notre pays et que surtout le 6 décembre, le 9 décembre, ceux qui vont gagner puissent animer nos collectivités territoriales décentralisées, parce que c'est là l'enjeu. Parce que l'enjeu, c'est aller renforcer les pouvoirs locaux pour pouvoir gérer les affaires locales. Je pense que c'est ça le plus important.